Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On va enchaîner aujourd'hui avec quelques vidéos de Pascal Pro. C'est toujours une catastrophe, toujours catastrophique. Mais c'est pas grave les mecs, on est là pour faire un petit zapping, on est là en détente. Mettez un petit commentaire, le pouce bleu comme d'habitude. On est parti avec la première vidéo de Charles Villa. Charles Villa qui va nous parler de l'armée israélienne. Vous allez voir, vous allez être surpris les amis. On n'est pas ni avec Hezbollah, on n'est pas ni des membres. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose pour, comme un banque, le banque de Hezbollah qui était là. Mais nous, on ne savait pas. Même s'il y avait quelque chose, nous, on ne savait pas. On n'a jamais vu ça. Donc, ils ont bombardé comme ça. Bah, nous, on ne trouve pas l'argent sur l'arbre. Nous, on travaille dur pour avoir l'argent pour acheter nos maisons. Et après, là, on se trouve sur la route. Sans rien du tout. Donc on a tout perdu. Franchement, on a tout perdu maintenant. C'est la vie. Ah, c'est triste. Voilà ce que ce témoignage révèle vraiment le chat. L'argument officiel d'Israël, c'est on cible le Hezbollah, pas les civils. Mais si les civils eux-mêmes ne savent pas que le Hezbollah est dans leur immeuble, comment Israël peut prétendre que sa frappe est ciblée? Vous captez un petit peu? Soit Israël ment sur la précision de ses renseignements, soit Israël sait qu'il y a des civils, et frappe quand même. Dans les deux cas, c'est un crime de guerre. Et il est là le cœur du sujet. Cet homme ne pleure pas son immeuble. Il dit « On travaillait dur pour avoir cet appartement. C'est l'économie d'une vie. » Vous pensez qu'Israël, ils vont payer pour les dommages? Il n'est pas dans une idéologie, le mec. C'est exactement ce que les plateaux de BFM TV et CNews n'analysent jamais, pardon. Ils parlent de victimes collatérales, jamais de ce qu'une vie construite pendant 30 ans représente quand elle disparaît en une fraction de seconde. Ça ne les intéresse pas, les médias. Ça ne les intéresse pas. Moi, ça me choque. Moi, en vrai, ça me choque. Vous imaginez, moi, j'ai envie d'être propriétaire. J'arrive à me trouver un appartement après plusieurs mois de négociations. L'immeuble est détruit en une fraction de seconde. Vous vous rendez compte des vies brisées? Il faut le mettre en lumière, ça. Et merci Charles Villa pour ces petits moments, quand même. Ils sont importants. Ça va jamais être repris par les médias, ça, par exemple. Je trouve pas le niveau d'avant. Il y a un intérêt économique. Ouais, bah, vous avez bien vu, c'est pas la libération du peuple iranien, là, aujourd'hui. Hein. Eh oui. Ça veut dire Michel est dans le big boss de Leclerc, les gars, l'image que vous voyez, là. Hein. Car ce matin, vous dites, au fond, parmi les objectifs de guerre, il y avait peut-être cette question aussi de déstabiliser économiquement le système. Oui. Vous savez, il y a deux fronts. Hein. Il y a le front, il y a plusieurs fronts, mais il y a le front iranien et Hormuz. Donc vous voyez bien là que c'est un jeu de poker menteur. Hein. Mais quel serait l'intérêt de Donald Trump d'avoir la fermeture du détroit d'Ormuz et maintenant un éventuel péage même iranien? Alors, je lis mes manuels de géopolitique édités par l'IRIS, que j'anime. C'est l'intérêt de la guerre aujourd'hui pour beaucoup d'oligarques là, c'est le pétrole. C'est pour ça que la famille Bush avait été faire la guerre en Irak. Tout le monde a oublié. Les oligarques, ça date pas d'Elon Musk et de la nouvelle technologie. Vous réduisez cette guerre à un enjeu uniquement économique? Je réduis pas. Je dis que parmi les moteurs de cette guerre... Parmi les moteurs de cette guerre. Bah, le Venezuela, c'était clair aussi. C'était clair aussi. Justement, Michel-Édouard Leclerc. Mais il est éclairé, le poteau. Hein. Il est éclairé. Quand vous dites, désormais, il va y avoir effectivement tous ces problèmes d'approvisionnement, ces problèmes de route et cette spéculation. Y a-t-il des profiteurs de guerre? Oui, il y en a plein. Et évidemment qu'il y a des profiteurs de guerre. Mais qui dit ça depuis le début? Ok, il est éclairé, monsieur Leclerc. Mais la France insoumise, Manuel Bompard, Mélenchon... Voilà ce qui est encore plus fort. Pour résoudre le problème, Leclerc propose exactement 3 choses. Il a envie de baisser les taxes sur les carburants pour les ménages les plus modestes. C'est le blocage ciblé que la France insoumise défend. Il veut aussi résister aux industriels qui veulent rouvrir les négociations commerciales pour répercuter les hausses sur les consommateurs. C'est exactement aussi la lutte contre les super-profits que LFI porte. J'ai l'impression que monsieur Leclerc, venez chez la France Insoumise. Venez chez nous. Et aussi autre chose, il veut sortir de la dépendance aux carburants fossiles en développant l'électrique. Donc c'est aussi la transition énergétique du programme de la France Insoumise. Le sujet, il est là, les amis. Le patron de Leclerc, qui n'est pas du tout un militant France Insoumise, décrit le problème. Il décrit les problématiques avec les mots de la France Insoumise. Et propose les solutions avec les mots de la France Insoumise.
évidemment, sans jamais prononcer le nom de la France Insoumise. J'ai remarqué que le gars, il est beaucoup cultivé quand même, hein, parce que, ok, il a des magasins à gérer, comité stratégique et tout, mais ça ne l'empêche pas d'être cultivé aussi sur la géopolitique. Avec la mondialisation, etc., le mec, il voit qu'il y a des enjeux. On ne réduit pas la guerre, évidemment, uniquement sous le prisme du pétrole, mais le pétrole, il est aussi au cœur de tous ces problèmes au Moyen-Orient. On vous le dit pas assez à la télé. Le Venezuela, c'est pareil, hein. Quand M. Maduro il a été kidnappé, les gens ils ont dit que ouais, narcotrafiquant, fentanyl ou je ne sais pas quelle drogue qui se trouve aux États-Unis et tout. Les médias nous l'ont présenté comme ça, mais les amis, c'est le pétrole aussi. Il y a le pétrole. Il est là l'enjeu. Mais conventionnel, moderne, c'est les drones. Donc je pense qu'on se trompe totalement. Deuxièmement, je dis c'est pas la France qui doit intervenir, c'est toute l'Europe. Et troisièmement, ce que je dis, c'est que le mérite de Trump, c'est de nous réveiller. Parce que qu'est-ce qui nous montre le vieux Trump, qui est odieux, encore une fois. Je suis le vieux Trump. Premier à le dire, je ne peux pas l'encadrer. Le problème n'est pas là, c'est qu'il nous montre que nous avons perdu toutes les souverainetés qui forment l'architecture, l'ossature d'une civilisation. C'est vrai. Voilà, on a perdu la souveraineté technologique. On parle de Mistral, mais Mistral, c'est 12 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Nvidia, c'est 5 000 milliards. Bon, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On a perdu la souveraineté militaire. 75% des armées européennes sont équipées de F-16 et de F-35 que Trump pourrait clouer au sol. On a perdu donc la souveraineté technologique. Tous nos mails, nos messageries, toute l'IA, c'est américain. Et donc, on a perdu la souveraineté migratoire. C'est une passoire, l'Europe. Et donc, je dis qu'on a perdu les 4 souverainetés qui forgent une civilisation. Et donc, l'immense mérite de Trump, c'est de nous réveiller. Et donc, et là, vous avez totalement raison. On ne peut pas intervenir parce qu'on n'a pas les moyens d'intervenir. Sauf si on a fait toute l'Europe intervenait et qu'on faisait... La souveraineté migratoire, ça peut se discuter. Mais maintenant, ce qu'il a dit juste avant, posez-vous une simple question, les amis. Mais qui dit ça depuis 20 ans en France? C'est pas la droite libérale, c'est pas les macronistes. Il n'y a qu'un seul parti politique. Vous allez me dire, oui, c'est la promotion, cette chaîne YouTube ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, tous ces discours, les amis, pour ceux qui me suivent sur Twitch, quand on écoute les discours de Mélenchon, de tous les capitaines de la France Insoumise, excusez-moi, la souveraineté comme boussole politique, c'est le cœur du programme de la France Insoumise. Ok, il y a d'autres souverainistes. Vous pouvez me citer des Asselineau, vous pouvez me citer potentiellement aussi des Florent Philippot, etc., qui veulent quitter l'Union Européenne. Je veux bien entendre l'argument. Le cœur du sujet, il est là. Les libéraux, comme M. Ferry, qui était ancien ministre de l'Éducation en 2002-2004. Donc là, c'était sous Chirac-Sarkozy, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était plus Chirac, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'était les libéraux. Ils ont passé 30 ans à signer les traités qui ont détruit ces souverainetés. L'Union Européenne, Maastricht, Lisbonne, la libre circulation des capitaux. On l'a vu en plus hier en stream, les signatures, etc. Mélenchon, il avait quitté le Parti Socialiste par rapport à ça. Ce sont exactement les textes que Mélenchon a combattus. Et ce monsieur-là les avait soutenus à l'époque. Aujourd'hui, t'as ce ministre-là qui regarde de Trump et dit tout simplement, il nous a réveillés. Bon, le mec, il s'est réveillé avec 20 ans de retard quand même. Mais la question qui ne se pose pas, c'est qui nous a endormis? C'est pas Trump qui nous a endormis. C'est la classe politique libérale. Monsieur, il a participé à ça pendant 30 ans. C'est eux qui nous ont endormis. Ah oui, il décrit parfaitement le problème. Je veux bien le concevoir. Et il est incapable d'en nommer la cause. Parce que la cause, c'est lui et ses amis. Sarkozy, l'Union Européenne, la Commission, l'Allemagne aussi, qui a pris aussi sa trajectoire ultra-libérale. Ah, les potos. C'est maintenant que vous vous réveillez, avec 25 ans de retard. Putain, par contre, je suis pas très nul en maths. 21, 22, t'as capté quoi. Et nous ne nous arrêterons pas tant que votre sécurité ne sera pas rétablie. Suite aux appels répétés du gouvernement libanais en faveur de négociations de paix avec nous, j'ai donné instruction hier soir au cabinet d'ouvrir des négociations directes avec le Liban afin d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, le désarmement du Hezbollah. Et deuxièmement, un accord de paix historique et durable entre Israël et le Liban. Thomas Bonnet, si vous étiez israélien, vous comprendriez évidemment sans doute ces frappes contre le Hezbollah. Vous avez en face de vous, à quelques kilomètres, un Hezbollah qui veut vous éradiquer depuis des années. Si vous étiez israélien, putain, c'est abominable. Hein. Il y a des civils, des morts qui sont civils, mais les Israéliens, j'imagine qu'ils partagent la pensée de Netanyahou. Et comme ça fait, on verra tout à l'heure un sujet
qui est vraiment très intéressant sur les papes et les présidents de la République. Ouais. Et vous entendrez Valéry Giscard d'Estaing qui est avec Jean-Paul II, et qui explique qu'il souhaite une paix durable au Liban. Et on est en 81 ou 82. Donc que faire ? C'est inextricable. En fait, Après, faut pas oublier aussi que dans l'histoire du Hezbollah, ils voient Israël comme un pays illégitime, ça je veux bien l'entendre, mais aussi ce groupe a été créé et formé parce qu'Israël a violé plusieurs fois les frontières libanaises. Il faut remettre aussi le cœur du problème. On constate là vraiment d'autant plus ces dernières heures, c'est le décalage des objectifs entre Israël et les États-Unis. Pour Israël, c'est une guerre existentielle. Pour Israël, il faut aller jusqu'au bout parce que c'est une menace très directe sur l'existence même de leur pays. Pour les États-Unis, les objectifs sont sans doute différents et on voit que, là, vous avez peut-être vu, mais cette nuit, Donald Trump a appelé justement les autorités israéliennes à faire preuve de retenue, à participer à ce cessez-le-feu, mais on constate qu'en effet... En plus, Israël, ils en ont rien à foutre. Israël, ils en ont rien à foutre du détroit d'Ormuz, de l'économie mondiale qui est en train de passer en récession, inflation, etc. Eux, ils pensent uniquement à leur objectif idéologique. C'est tout. Il est là le problème, les amis. Si vous ne savez plus qui gouverne un pays, c'est que vous avez frappé sans avoir un plan pour l'après. C'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Les États-Unis et Israël, ils n'ont pas vraiment des objectifs communs. Et en plus de ça, c'est un peu flou. C'est un peu flou des deux côtés. Il y a un décalage, indéniablement, entre les deux pays sur leurs objectifs. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé en Irak en 2003. Saddam Hussein, il est mort. Et ensuite, 20 ans de chaos après. L'émergence de Daesh, des millions de déplacés. Les gars, c'est les Américains qui ont foutu la merde comme ça. Évidemment qu'on peut soutenir le droit d'Israël à se défendre. La question, c'est celle de la proportion et de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense tout de même que seules des négociations politiques peuvent construire la paix dans la région. On ne peut pas juste passer la tondeuse, comme on dit de temps en temps, en décapitant le Hezbollah, mais qui ensuite repousse éternellement. Il faut un moment une solution politique, il faut de la négociation, parce que c'est l'avenir d'Israël existentiel qui est en jeu. Et surtout, moi, je crains... Alors, il y a aussi le Liban qui a le droit d'exister. Il y a aussi l'Iran qui a le droit d'exister. Mais ça va pas ou quoi c'est quoi ce commentaire ? Pour Israël, la perte du soutien international, vous savez, il y a des sondages qui sont sortis qui sont assez inquiétants aux États-Unis, où il y a une majorité, par exemple, de la jeunesse républicaine aux États-Unis qui ne soutient plus Israël. Donc dans 20 ans, dans 30 ans, si Israël perd le soutien de l'Amérique, Israël est en danger existentiel beaucoup plus que par le Hezbollah ou c'est vraiment vital pour eux. Donc moi je m'inquiète parce que je soutiens effectivement l'existence de l'État d'Israël et vraiment je m'inquiète de cette perte de soutien international. Mais comment elle bégaye, mais elle est pas sûre d'elle ou quoi ? Je pense que Israël doit être prudent et retenu dans sa défense et dans ses attaques, parce que elle doit garder son âme et le soutien de la communauté internationale. Mais les gars, quelqu'un dans le chat pourrait me dire, quelqu'un en commentaire pourrait me dire, ouais mais Dofla, détruire les capacités nucléaires, c'est quand même un succès militaire. Mais peut-être. Mais les amis, les capacités nucléaires se reconstruisent. À moins qu'ils éliminent tous les ingénieurs nucléaires iraniens, des capacités nucléaires peuvent se reconstruire. La technologie existe, les scientifiques peuvent être remplacés. La seule chose qui empêche un pays de reconstruire ses capacités, c'est un accord diplomatique. Négocier un accord. Il faut savoir à qui tu parles. Donc là, en ce moment, il y a le cessez-le-feu. Donc là, les Iraniens et les États-Unis vont être autour d'une table en train de discuter. Je crois que ça va se passer au Pakistan. Mais les amis, il va falloir parler. Et on va pas parler avec des armes. À un moment donné, ça ne va plus marcher. Il va falloir forcément se poser autour d'une table et se parler en face à face. C'est tout. Stratosphérique malhonnêteté. Oula, qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau de LCI ? Non, mais c'est vrai qu'on a été surpris de voir cette défense, parce qu'elle aurait pu être sur le fond, sur l'apologie du terrorisme, mais elle a été sur la drogue, et il y a eu une forme de déni du réel, parce que le parquet n'ouvre pas une procédure sans avoir un réel support. Et en l'occurrence, on l'a dit dès le soir même, ici sur ce plateau, qu'il y avait donc du CBD et aussi quelques cristaux de 3 MMC, et qui étaient sans doute pour une... Mais pourquoi ça lag comme ça ? Et pourquoi elle dit de la merde, la journaliste ? Consommation personnelle. Et d'une certaine façon,
il y aurait pu avoir une forme de reconnaissance et de dire voilà, ça arrive. Enfin, bon, donc certains autres élus l'ont fait. Voilà, exactement, y compris dans son parti. Donc son déni total, je comprends que Caroline Foast soit choquée parce que il est inquiétant sur le reste. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, bien sûr. Vous voyez, même quand la justice se prononce, pour eux, la décision de justice doit être remise en cause aussi. Vous vous rendez compte à quel point on vit dans un pays dangereux? On peut évidemment critiquer le fonctionnement de la justice, il n'y a pas de problème, ça je veux bien l'entendre. Mais à chaque décision de justice qui sont du côté de la France insoumise, les journalistes sont pas d'accord avec la décision. C'est pour vous dire à quel point on est dans une démocratie dangereuse, les mecs, parce que les journalistes veulent contrôler en quelque sorte le récit du pays, le narratif du pays. La justice a dit non. Enfin, il y a eu une phrase pas de drogue. Le sac était ouvert et il y avait un petit sac de drogue dedans. Enfin, il y avait aussi le soupçon qui était lancé sur les enquêteurs. Bon, non, moi, ce qui globalement sur Rima Hassan, ce que j'aurais voulu dire déjà depuis la semaine dernière, c'est est-ce que vous avez déjà vu des tweets de Rima Hassan vantant la culture palestinienne, vantant, j'ai envie de dire, un génie palestinien qui existe, vantant des grandes figures palestiniennes, ayant une vision... Et alors, du coup, elle a tweeté des grandes figures de Palestiniens. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Positive d'un État palestinien ou d'une construction palestinienne. Et ce qui est frappant dans ce qu'elle fait, c'est que c'est souvent des tweets contre. C'est pas des tweets pour. Et ça, à un moment, c'est cela qui est très très gênant. Non mais là, elle parle à l'aide de ses connaissances. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Questionne. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est quoi cet édito? Mais qu'est devenu le journalisme en France? Oh mon Dieu! C'est vrai qu'hier, Manuel Bompard, il était invité sur le plateau de France Télévisions. Le porte-parole du ministère de la Justice était en contact avec des journalistes pendant la garde à vue illégale de Rima Hassan qui a donné lieu à des fuites calomnieuses. Le Français Gérald Darmanin a annoncé hier avoir saisi l'inspection générale de la justice après la plainte déposée par la députée européenne Rima Hassan pour violation du secret professionnel. Elle accuse le porte-parole du ministère de la Justice d'avoir fait fuiter des informations liées à son placement en garde à vue. Lui assure que c'est faux. Vous accusez les autorités d'avoir planifié ces fuites? Écoutez, il y a un article publié par le Canard enchaîné hier qui dit qu'il y a eu des échanges entre le porte-parole du ministre de la Justice et des journalistes pendant la garde à vue illégale, je veux le dire, de Rima Hassan. Et il y a eu des fuites, c'est-à-dire qu'on a suivi cette garde à vue quasiment en live tweet, en direct sur les réseaux sociaux, ce qui est absolument inacceptable. Vous demandez quoi Je demande à ce que la lumière soit faite sur les responsables de ces fuites, qu'ils soient identifiés, qu'ils soient sanctionnés. Et c'est une bonne nouvelle que le ministre de la Justice ait saisi l'inspection générale de la Justice. Maintenant, il dit qu'il y a eu des échanges, mais que c'est pas sur le fond du dossier. Je lui propose une chose simple, qu'il publie le contenu de ces échanges, et alors on verra à quel sujet. Ah ouais, allez prendre le téléphone. Regardez les appels, les échanges SMS, WhatsApp, etc. Et on en reparlera. Putain, horrible. Franchement horrible, hein. Ce qui se passe en France là, 2027, ça va être cardio, hein. Il y aura des journalistes qui vont avoir des méthodes crapuleuses, leak de SMS, diffamation, mensonge, ça va être cardio les gars. Motion de rejet préalable macroniste sur un test Macronix, je vais vous expliquer ce qui se passe. What? Mais il refont une duplon? Mais c'est une dinguerie. Elle était pas inscrite sur l'ordre du jour. Merci Madame la Présidente. Mais c'est une dinguerie. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, What? si on peut nous laisser nous exprimer, merci. Pour skipper l'Assemblée, pour moi c'est un scandale qui est en train de se passer là. C'est scandaleux, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis un amoureux du Parlement, ça c'est pas normal. Il se passe un scandale au Parlement, je vous explique. Les députés étaient censés débattre de l'ouverture pour certains établissements, notamment les boulangers et les fleuristes, le travail du 1er mai. Ah ouais, et à la surprise générale, alors qu'on attendait une motion de rejet de la part des députés insoumis, une motion de rejet, c'est-à-dire votre texte, c'est de la merde, on veut même pas en débattre. Eh bien, à la surprise générale, c'est Nicole Dubré-Chirat, députée macroniste du Maine-et-Loire, qui monte à la tribune pour défendre une motion de rejet du groupe EPR qui pourtant défend le texte. Disons-le, c'est un coup de force parlementaire, un véritable coup de force parce que
avec l'adoption probable de cette motion de rejet préalable, eh bien, le texte ira directement en commission mixte paritaire, puisque le gouvernement a mis ce qu'on appelle la procédure accélérée d'examen, c'est-à-dire Sénat, Assemblée, si désaccord, commission, et si accord, on va directement à la promulgation. Eh bien là, la majorité décide de faire un coup de force, décide de bafouer les droits des parlementaires de l'opposition, comme avec la loi du plomb, et donc d'aller directement au rejet du texte, et donc commission mixte paritaire, et donc promulgation du texte. C'est extrêmement problématique, ça va créer des précédents, et si jamais un pouvoir autoritaire arrive au pouvoir, il pourrait, s'il a une majorité au Sénat, skipper tout simplement les débats à l'Assemblée nationale. Les débats à l'Assemblée, ah ouais, ok. C'est très problématique. Ah ouais, donc 2027, si la France est gouvernée par le RN, c'est exactement ce qui pourrait se passer. Intéressant. Le débat sur le 1er mai, il est intéressant aussi. Et je sais qu'il y a des personnes qui veulent travailler le 1er mai, mais attention quand même les amis, c'est la porte ouverte à des problèmes suivants. Les jours fériés, sur le très long terme, pourraient totalement disparaître en France. Les gens vont devoir de plus en plus travailler, même pendant les jours fériés, parce qu'il y a une réalité capitaliste qui veut que, nique les jours fériés, vous allez travailler et fermez vos gueules. Le 1er mai, le patron, ça dépend des corps de métier, hein, mais les patrons n'ont pas leur mot à dire. Le 1er mai est un jour férié et doit être respecté. Mais là, j'ai vu que dans les commentaires, ouais, fainéant, allez travailler le 1er mai, nanani, je sais pas quoi. Vous vous rendez compte, toujours cette envie de faire bosser les gens encore et encore et encore jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne dis pas qu'il faut travailler 10 heures par semaine, 15 heures, 20 heures. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à force de grignoter comme ça des droits, par exemple sur les jours fériés, c'est la porte ouverte à d'autres choses derrière, les mecs. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à ça. Eh oui.